Njinga Mbandi est une reine influente d'Afrique centrale au XVIIe siècle. Arrivée au pouvoir dans un pays dévasté, elle va se battre tout le long de son règne pour l'autonomie et la liberté de son peuple. Il s'agit de la première reine africaine reconnue par les puissances européennes et son action va influer la vie de milliers de gens à l'heure de l'esclavagisme de masse et du commerce triangulaire. Une histoire méconnue que nous allons découvrir ensemble. Contexte. À l'âge des grandes découvertes, à la fin du XVe siècle, le navigateur portugais Diogo Cao trouve l'estuaire du fleuve Congo en l'an de grâce 1483. Il y trouve le royaume du Congo, dirigé par Nzinga, à Nkouvou. Cao est stupéfait par ce qu'il y trouve. Un ensemble stable, organisé en provinces distinctes, et un pays avec un système commercial florissant, une monnaie, etc. Il faut savoir qu'à l'époque de la découverte du royaume par les Portugais, celui-ci domine la région. Les royaumes voisins, comme le Luango ou le Ndongo, sont des vassaux du Congo. Les échanges sont cordiaux, et les nobles africains font même la route du retour vers le Portugal avec le navigateur. Ceux-ci rentrent chez eux quelques années plus tard en ayant été instruits parlant le portugais et étant baptisés. Le roi Nzinga se laisse convaincre à son tour et choisit d'entrer dans la religion catholique en étant baptisé sous le nom de João Ier en 1491. Le Portugal, dans les décennies suivantes, maintient un contact permanent avec le Congo, y envoyant régulièrement des navires marchands et des missionnaires afin de christianiser la population locale, et ce, malgré la perte d'influence relative du royaume. Près d'un siècle après l'expédition de Diogo Cao, un nouvel explorateur du nom de Dias de Novaes fonde la ville de Luanda, sur la côte angolaise au sud du Congo. Par là même, il fonde la colonie de l'Angola portugais, que l'on va appeler pour simplifier Angola tout au long de la vidéo, à ne pas confondre avec l'entité politique contemporaine. La colonie est basée sur un territoire qui est adjacent au royaume du Ndongo, voire même qui lui appartenait. Les colons se contentent dans un premier temps de s'installer sur la côte, mais très vite, les tensions montent avec les locaux, ce qui conduit Dias de Novaes à faire la guerre avec le royaume du Ndongo à partir de 1579. Il s'enfonce avec ses hommes courant 1580 jusqu'à la capitale ennemie, Kabasa, mais il tombe dans une embuscade menée par le Ngola Kilombo Kiakassanda, le roi du peuple autochtone. Dans le même temps en Europe, Felipe II d'Espagne, fils aîné de Charles Quint, mais également petit-fils du roi Henrique Ier du Portugal, revendique et conquiert la couronne lusitanienne, formant de facto l'Union ibérique. Disposant de nouveaux moyens qu'il doit à la désormais double couronne, le gouverneur Dias de Novaes repart à l'assaut du Ndongo dès 1582. C'est d'ailleurs cette année-là que naît une nouvelle princesse dans la famille royale, Njinga Mbandi. Les Africains opposent une farouche résistance, ce qui oblige l'explorateur à renforcer le peu de terres conquises via la fondation du fort de Massangano, début 1583. Le conflit recommence à nouveau à partir de 1590. Cette fois, le Ngola Kilombo a demandé de l'aide au royaume voisin du Matamba. Les Européens sont repoussés à la bataille de la Lukala, ce qui complique sérieusement leurs espoirs de conquête rapide. 2 ans plus tard, Kilombo meurt, laissant la place au Ngola Kilwanji Kiasamba, son fils. Ce dernier va mener une contre-attaque contre les colons quelques temps plus tard, ce qui conduira en 1599 à un accord sur les frontières établies entre le Ndongo et l'Angola portugais. Au début du XVIIe siècle, les gouverneurs de l'Angola se servent de nomades Imbangala, basés sous le fleuve Kwanda pour semer des troubles dans la région, que ce soit au Congo ou au Ndongo. Ceux-ci sont réputés pour être de redoutables pillards. En 1615, l'homme fort en place, Bento Bagna Cardoso, va même jusqu'à intégrer une partie de ces pillards, des volontaires, aux forces de la colonie. Cette dernière est de toute façon alliée aux nomades. Cardoso est remplacé en 1617 par Luis Mendes de Vasconcelos. Celui-ci est membre des Hospitaliers et est d'abord très réticent à utiliser ces mercenaires africains au service de l'Angola. Au contraire, conscient des enjeux commerciaux et de population dans les colonies du Nouveau Monde, qui se développent au même moment, il en appelle au roi Felipe III d'Espagne afin qu'il envoie une armée qui soumettra les pays africains avoisinants et permettra l'utilisation systématique d'esclaves pour peupler les colonies. Il faut savoir que l'Espagne a très peu agi par elle-même quand il s'agit de réduire des populations en esclavage. Elle s'est plutôt appuyée sur un droit d'utiliser des personnes noires dans son empire colonial, que l'on appelle l'asiento. Ce droit passe entre les mains d'un État ou d'un groupe de personnes prestataires qui prennent leur commission pécuniaire sur le commerce triangulaire qui se met en place. Au XVIe et au début du XVIIe siècle, c'est le Portugal qui assume ce rôle. Sachez également que sur les 2 siècles suivants, la Hollande, la France et l'Angleterre vont disposer tour à tour de ce droit d'asiento et enverront des négriers en Afrique effectuer cette basse besogne.
Bien moins rentable, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ces États laisseront des compagnies privées esclavagistes profiter de ce commerce d'êtres humains jusqu'à la disparition officielle de l'Asiento en 1817. On compte au total dans cette région d'Afrique centrale 4 millions d'esclaves déportés. Mais revenons-en à la requête de Vasconcelos au roi d'Espagne. Celui-ci est convaincu des avantages financiers non négligeables que lui fait miroiter le gouverneur de la colonie portugaise. De nouveaux hommes sont alors mis à la disposition de Vasconcelos, qui va préparer une nouvelle offensive contre le Ndongo. Dans le même temps, l'Angola s'étend plus au sud avec la création de la ville de Benguela. Une fois ces préparatifs effectués, Mendes de Vasconcelos attaque le Ndongo, toujours soutenu par le Matamba, et s'enfonce avec son armée dans les terres. Jusqu'à un certain point, que les coalisés africains parviennent à défendre. Pour aller plus loin, le gouverneur renonce à ses principes de base et use finalement de l'aide des Imbangalas pour mettre le pays à feu et à sang. La capitale Cabasa est plusieurs fois ravagée, et le contratador Antonio Fernandes de Elvas, marchand ayant le monopole de l'esclavage dans les colonies portugaises en Atlantique, en profite pour envoyer des milliers de nouveaux esclaves au Brésil et aux Antilles. Le Ngola Kilwanji meurt cette même année, laissant son fils Mbandi sur le trône du Ndongo. Au moment de son couronnement, pour éviter tout souci avec sa sœur Njinga, on raconte, attention à prendre avec des pincettes, qu'il aurait fait tuer son fils et qu'il l'aurait rendu stérile. Pas certain que ça arrange les relations familiales. La lutte continue les années suivantes. Le royaume du Congo n'est d'ailleurs pas épargné par les actions des esclavagistes. Une lettre de l'évêque du Congo, Manuel Bautista Soares, adressée au pape Paul V, déplore la déportation de 4000 Africains chrétiens, rien que pour l'année 1619. Cette année est d'ailleurs un pivot. Les tribus Imbangala, jusqu'alors alliées au Portugal, changent de camp et prêtent à leur main forte au Ngola Mbandi. Sa sœur Njinga, princesse du Ndongo, entre également pleinement dans le jeu de la diplomatie en traitant secrètement avec le Congo, tentant d'allier les deux principaux royaumes africains de la région contre les envahisseurs portugais. Ces derniers piétinent dans leurs efforts de conquête, malgré l'occupation de la majeure partie du royaume. Si bien que Felipe IV, nouveau souverain de la double couronne, décide aussitôt de remplacer Luis Mendes de Vasconcelos. Mais celui-ci n'a pas tout perdu. Il devient même par la suite grand maître de l'ordre des hospitaliers. Son remplaçant à la tête de la colonie angolaise se nomme João Correa de Souza. L'Angola ayant suffisamment empiété sur le territoire du Ndongo à son goût, ce nouveau gouverneur priorise alors la conquête du Congo. Il amorce des négociations avec le Ngola Mbandi. Celui-ci envoie sa sœur Njinga à Luanda pour les négociations, car elle dispose de bases de portugais. On raconte que lorsque De Souza reçoit cette femme, il lui laisse une place sur un tapis, tandis qu'il s'assoit dans un fauteuil. Vexé, Njinga aurait mis une de ses servantes à quatre pattes, puis se serait assise sur elle pour parler d'égal à égal avec le gouverneur. Finalement, les négociations avancent bon train et Njinga souhaite se convertir au catholicisme dans le processus. Elle prend pour nom de baptême Ana de Souza, pour rendre hommage à sa marraine qui n'est autre que la femme du gouverneur. Le Ndongo devient, de fait, un état tributaire du Portugal et doit verser 100 esclaves par an à l'Angola. En échange, la colonie s'engage à retirer ses troupes du territoire Ndongo d'avant la campagne de Vasconcelos. Les Portugais doivent également désaffecter le fort d'Ambaka, enfoncé dans les terres et qui sert d'avant-poste aux Lusitaniens. Des centaines de prisonniers destinés à l'esclavage sont relâchés. Njinga ayant accompli avec brio sa tâche, elle repart en paix pour Cabasa. La paix étant assurée, les colons concentrent leurs efforts sur les préparatifs de guerre contre le Congo à partir de 1622. Mais les aristocrates congolais sont loin d'être sans ressources. Le roi Pedro II est catholique et se tient informé de tout ce qui se passe en Europe. Profitant du conflit au long cours entre les Ibériques et les Provinces-Unies, le royaume africain demande au statutaire Maurice de Nassau une alliance de circonstances contre leurs assaillants. Celui-ci accepte et les Hollandais interviennent dans le conflit. Le 18 décembre 1622, l'armée portugaise menée par Pedro de Sousa Coelho remporte la bataille de Mbumbi contre l'improbable alliance. Mais ceux-ci tiennent leur revanche un mois plus tard à la bataille de Mbandakassi en janvier 1623. Le revers est si violent pour le Portugal qu'il est obligé de s'asseoir à la table des négociations avec le Congo, sous peine de mettre en péril la colonie. Felipe IV est absolument furieux. Il évince De Souza et Coelho de leur place de gouverneur de l'Angola. Le roi d'Espagne envoie un nouveau gouverneur en Angola, en la personne de Fernão de Sousa, qui prend ses fonctions en 1624. Il ne reconnaît pas l'accord de paix signé plus tôt entre son prédécesseur et la princesse Njinga. De fait, les Portugais n'ont jamais quitté le territoire Ndongo, et pire encore, les Européens attaquent à nouveau. Le Matamba joint à nouveau temporairement ses forces au Ndongo, mais le Ngola Mbandi se rend à l'évidence,
Il sait bien qu'il ne pourra sans doute jamais récupérer la terre de ses ancêtres contre l'envahisseur. On ne sait pas s'il finit par se suicider ou s'il a été assassiné, mais à la fin de l'année 1624, le Ndongo est gouverné par la régente Njinga. Son neveu, le fils de Mbandi, meurt dans de sombres circonstances 2 ans plus tard. Il est fort probable que Njinga l'ait fait assassiner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle devient officiellement reine du Ndongo par la suite. Sa position est vite intenable. Le royaume est fortement affaibli, amputé d'une grande partie de son territoire, et en conflit constant avec les Portugais. Si bien qu'1 an plus tard, elle fuit à l'ouest vers le royaume de Kassanjé. En semi-exil en terre Kassanjé, Njinga parvient à rassembler des fidèles et autres fuyards pour se reconstituer une armée digne de ce nom en l'espace d'1 an environ. En 1628, elle se rend au Matamba pour y réclamer une fois de plus l'aide de la reine Mungo Matamba contre les envahisseurs portugais. Cette dernière refuse, puis les 2 reines se brouillent. Par la suite, la reine du Ndongo fait entrer son armée dans le pays et l'envahit. Njinga parvient à ses fins et finit par emprisonner sa rivale, puis prendre sa place. Dans le courant de l'année 1631, Njinga devient reine du Matamba et y installe sa capitale provisoire. Une grande partie de son peuple d'origine fuit l'oppression portugaise au Ndongo et va rejoindre leur reine au Matamba pour s'y installer. La lutte de Njinga contre les Européens peut reprendre de manière efficace. Elle va de nouveau entretenir des relations diplomatiques secrètes avec le royaume du Congo dans l'optique de s'en servir comme levier à activer en cas de grave crise. De plus, elle dispose d'un bon réseau d'espionnage basé à Luanda et dans ses anciennes terres de manière générale, dont elle se sert pour anticiper les attaques des colons, étudier leurs tactiques et préparer au mieux sa propre armée. Il existe sur les années suivantes une sorte de statu quo. Les Angolais étant systématiquement repoussés, ceux-ci n'osent plus s'aventurer dans les terres non contrôlées. Toujours prête à renforcer son pouvoir et à agrandir son domaine, Njinga mène des campagnes en Kassanjé à partir de 1634. C'est pourtant ce pays qui lui a offert l'asile quelques années plus tôt. Peu concernés par la guerre entre ces 2 royaumes, les Lusitaniens sont malgré tout lassés du conflit avec cette reine qui n'abdique jamais. Un émissaire de la couronne, envoyé par le gouverneur Francisco de Vasconcelos da Silva en 1637, propose un traité de paix à Njinga, qu'elle refuse tout net, bien entendu. Le cours des choses change de manière importante à partir de décembre 1640. Alors que l'Espagne est toujours engluée dans la guerre de 30 ans, le duc João VIII de Bragance lance une rébellion et se proclame roi du Portugal sous le nom de João IV. La péninsule ibérique s'embrase dès le début de ce qu'on appelle la guerre de restauration, et les colonies sont plus ou moins livrées à elles-mêmes. Les Provinces-Unies, toujours alliées aux Congolais, profitent aussitôt du contexte et prennent le contrôle de la côte angolaise, Luanda en tête, dans le courant de l'année 1641. La situation offre un terreau propice au rapprochement diplomatique entre les Hollandais et le Ndongo Matamba, aidé par les relations secrètes entre le Congo et Njinga. Une alliance est conclue, et les hostilités reprennent avec les colons. En 1644, Njinga remporte la bataille de Ngoleme qui met à mal l'armée portugaise. Celle-ci réagit à l'aide de sa colonie brésilienne qui envoie une force de secours en Angola. L'ex-gouverneur du Brésil, Francisco de Sotomayor, prend ses fonctions dans la colonie africaine et va y organiser la défense contre les Hollandais et le Ndongo Matamba. La reine est vaincue en 1646 à la bataille de Kavangaem où au moins 20 000 hommes portugais ou affiliés sont engagés. On ignore l'étendue des effectifs du Ndongo Matamba, mais les sources parlent d'au moins 2000 prisonniers africains à l'issue de la bataille. De plus, la jeune sœur de Njinga, Barbara Mukambo Mbandi, y est également capturée. Les colons finissent par démanteler tout le réseau d'espionnage de la reine, et les relations entre le Congo et le Matamba sont révélées au grand jour. Malgré l'échec de Kavangum, la détermination au combat de Njinga ne faiblit pas, et lorsqu'un contingent hollandais lui prête main forte, elle s'enfonce à nouveau en terre angolaise. Le 29 octobre 1647, au nord de Masangano, a lieu la bataille de Kombi. À presque 1 contre 3, les forces ndongo-hollandaises vont réussir à s'imposer et à mettre en déroute l'armée Ndi. Le camp portugais déplore 3000 morts et blessés. Ayant désormais le champ libre, Njinga se met à rêver de pouvoir enfin repousser les Lusitaniens à la mer. Dans les semaines qui suivent, elle assiège 3 places fortes: Masangano, Mbaka et Muxima. Au même moment, le commandant Salvador Correa de Sá est envoyé avec une armée par Lisbonne. Cette expédition va permettre à la couronne portugaise de chasser les Hollandais de Sao Tomé et Principe
du Brésil et enfin de Luanda. La reine étant de nouveau isolée et sans arme de siège digne de ce nom, elle préfère abandonner la mort dans l'âme que de tout perdre. Son armée repart pour le Matamba. En 1657, après des décennies de lutte, affaiblie par l'âge et la fatigue, Njinga demande finalement la paix. Elle a alors 75 ans. Le Portugal accepte et accorde même à Njinga le maintien de sa famille sur son trône, en échange d'un nouveau baptême. Barbara est libérée et on arrange son mariage avec un homme du nom de João Guterres N'Gola Kanini. Njinga ne réussit pas son pari de récupérer ses terres ancestrales aux mains des Portugais, mais son règne long de 37 ans n'a pas été vain. Elle a pu à de nombreuses reprises protéger son peuple de l'esclavage et de l'impérialisme européen en général. Njinga meurt de vieillesse le 17 décembre 1663 à 81 ans. Comme prévu, à sa mort, Barbara hérite du trône de sa sœur et sa dynastie perdurera malgré de grandes difficultés et plusieurs guerres civiles jusqu'en 1833. La vie de Njinga était éprouvante du début à la fin, mais son incroyable ténacité a permis de faire mieux que résister à l'envahisseur portugais. Elle reste aujourd'hui en Angola un symbole absolu de liberté et de lutte contre l'esclavage. Qui sait réellement ce qui se serait passé en Afrique centrale si elle avait réussi, avec l'aide des Provinces-Unies, à chasser les Portugais en 1648. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. Commentez, likez, partagez si vous avez aimé notre travail. Je reste comme d'habitude disponible sur mes réseaux pour discuter de l'épisode si vous le souhaitez. En termes de recommandations que je peux vous faire, la vie d'Njinga a été romancée, mise en scène plutôt, dans un film angolais de 2013, réalisé par Sergio Graciano, s'appelant tout simplement Njinga, reine d'Angola. Vous avez également la série Netflix Reines africaines, réalisée et produite par Jada Pinkett Smith, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, qui date de 2023. Enfin, pour ce qui est des livres, vous avez le travail de Linda Heywood, qui est professeure à l'université de Boston, qui a fait une thèse déjà d'une part sur Njinga, et qui a donc sorti en 2018 Njinga, Histoire d'une reine guerrière, 1582-1663, aux éditions La Découverte. Et à bientôt, on l'espère, pour de prochaines histoires.